Merci beaucoup. Alors, ce que je vous présenterai ce soir, c'est une sorte de commentaire aussi à notre exposition, mais également la tentative d'aller un peu plus loin et d'essayer de questionner certains problèmes qui, selon Paula et moi, étaient au centre de ce qu'on a voulu présenter. Et ça commence, le clin d'œil ici, le Temple of British Verses, je l'ai utilisé un peu indirectement, puisque ça me permet d'introduire la problématique de la célébration, et de l'identification. Quand nous avons commencé à penser l'exposition, de toute façon, nous nous sommes posé des questions, je dirais, de base, des questions propédeutiques. De quelle manière faut-il présenter un auteur qui va être au centre de l'attention? Je pense que c'est bien, c'est mieux. Donc, de quelle manière allons-nous présenter un auteur? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'identité d'un auteur? Qu'est-ce que ça veut dire dans une institution comme la Bodmer? Qu'est-ce que ça veut dire présenter tout simplement une exposition? Comment lire aussi les auteurs qui sont si importants que l'on a choisis? Comment les comprendre? Je pense que c'est là des vraies questions qui concernent la façon dont on aborde les auteurs. On peut aller de rangement, on va mettre Dante quelque part, Pétrarque dans un autre point, Rousseau dans un autre encore. Mais ça peut aussi aller du culte des auteurs, ça peut aller très très loin. Je pense notamment à un des livres qui est exposé dans l'exposition, qui est Finnegan's Wake de James Joyce. On sait que les spécialistes et les admirateurs de Joyce passent parfois des années pour lire quelques pages. Donc est-ce que, avec Dante, où nous sommes à nouveau exposés à un géant, est-ce que nous sommes... Comment l'aborder? Comment trouver le mi-chemin entre célébration, ce que nous ne voulions pas nécessairement, parce que nous savions déjà que Dante allait être célébré l'année passée, surtout en Italie, de façon multiple, et en même temps trouver une façon de traduire cette grandeur qui est néanmoins là dans quelque chose, dans une forme de communication qui permet de s'approprier Dante aujourd'hui, avec toutes les difficultés. Face à cela, je pense qu'il y a une discipline qui n'a peut-être pas très très bonne presse, peut-être pour de bonnes raisons, mais qui nous a aidés et qui peut aider. J'ai appelé cette présentation Dante et, j'aurais pu l'appeler aussi Dante avec, en partant de l'idée que c'est peut-être plus intéressant de mettre Dante en relation avec d'autres auteurs, et peut-être y compris avec soi-même, que d'insister toujours sur une identité monolithique. La littérature comparée, il y a 40 ans environ, quand j'ai commencé à travailler en littérature comparée, on se posait déjà beaucoup de questions. Est-ce que cette discipline existe-t-elle? Tout simplement. Est-ce que c'est une sorte de mirage? Il y avait ceux qui disaient, bien sûr, c'est une discipline extrêmement importante. Les autres, surtout qui travaillaient dans les différentes philologies nationales, étaient extrêmement critiques. À ceci s'ajoute aussi le problème d'un manque de théorie, de fondement théorique de la littérature comparée. Mais en même temps, la littérature comparée nous permet de faire ce qu'on peut appeler une lecture différentielle. Donc, d'essayer de lire autrement, en privilégiant à la fois le plan diachronique et celui synchronique. La diachronie, on le verra avec Dante, c'est extrêmement riche. Qu'est-ce que Dante a dû connaître afin de devenir Dante? Comment est-ce que Dante a été lu et qu'est-ce que c'est que la réception et la fortune de Dante? Deux thèmes qui sont absolument présents dans l'exposition. Mais ceci n'empêche pas aussi d'aborder des auteurs comme Dante ou d'autres en créant des parallèles ou des relations là où il n'y a pas de relation causale ou génétique immédiatement. Donc il nous semble que mettre ensemble des auteurs, Dante et d'autres auteurs, j'y reviendrai bien sûr, c'est tout à fait dans l'esprit de la Bodmer et du concept de Weltliteratur qui était si important pour Martin Bodmer. Donc la littérature comparée comme un réceptacle, comme
je dirais, un ensemble de méthodes et de pratiques qui nous permettent d'aller plus loin. Et dans l'exposition, la partie bibliothèque de Dante rend très très bien ce côté dialogique qui va nous intéresser. Donc, Dante est, ou Dante avec. Je rappelle aussi qu'à un certain moment, dans les discussions avec Paola, on avait pensé à un autre titre, même de l'exposition, qui est, à la fin s'appelle La fabrique de Dante, et nous sommes très contents de ce titre, mais on avait parlé de Dante, point, dans le sens italien Dante punto. Donc Dante point, et l'idée de Dante punto, je pense qu'on l'a abandonné aussi parce que Salt faisait une publicité à Genève et dans toute la Suisse romande qui était Salt point, et on s'est dit alors Salt point, Dante point, c'est pas très sérieux, mais Dante punto ça nous plaisait parce que il y a là justement l'idée que Dante il est tellement grand qu'il aspire tout, qu'il absorbe tout. Et donc ce point, c'est aussi le point vers lequel se dirige la comédie, et c'est peut-être aussi ce point qui est un point final, qui est un point absolu, qui est cette totalité qui peut-être a été réalisée par Dante. Donc, est-ce qu'il absorbe tout et où allons-nous avec Dante, dans quelle direction? Je pense qu'il y avait le danger aussi avec Dante point de suggérer un Uber-Dante, donc une sorte de géant absolu, alors qu'il nous a semblé plus intéressant de revenir en arrière et peut-être mettre l'accent sur la singularité absolue de Dante. Donc il y a l'absolu, mais il y a aussi une singularité. Donc nous avons commencé à nous dire il faut faire descendre Dante du piédestal sur lequel il est très solidement installé, au moins depuis le Risorgimento en Italie, où il n'y a presque pas de ville italienne, où il n'y a pas un place où vous rencontrez Dante. Et nous nous sommes posé la question, comment est-ce qu'on peut présenter Dante donc autrement? Ou bien, dans notre perspective, de quelle manière est-ce que Dante est devenu Dante? Comment est-ce qu'il est devenu Dante? Et on s'est intéressé à ce qui précède Dante, d'une part, et à ce qui va suivre, ce qui a suivi une fois qu'il est mort, cette énorme réception qui nous amène jusqu'à notre manifestation, jusqu'à l'exposition. Donc nous sommes dans le sillon de cette production extrêmement complexe qui est la fortune de Dante. Il y a peut-être aussi un troisième aspect que nous avons comment dire, pas assez abordé et que je ne peux pas non plus aborder parce que je pense qu'il y a là encore un pan et un plan futur. C'est-à-dire si d'une part il y a ce qui précède Dante et ce qui va venir après Dante, il y a aussi le monde contemporain de Dante. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire. Quand nous entrons dans l'univers Dante, nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Nous avons l'impression qu'il y a des choses qui nous échappent, mais nous ne savons pas très très bien comment l'expliquer. Notamment, et je vais finir avec cette œuvre finale de Dante, les églogues de Dante, où il y a un dialogue assez tendu qui est à la fois politique et poétique et qui concerne plein de choses, mais qui nous échappe beaucoup parce que notamment la sophistication de la théorie rhétorique de l'époque porte avec elle des catégories qui nous échappent parce que nous ne sommes plus évidemment les contemporains de ce développement. Donc Dante est, ou Dante avec, ça veut dire privilégier un Dante plus complexe, un Dante pluriel, un Dante aussi à l'identité mouvante, évolutive. Alors je vais commencer avec un premier chapitre, ou un premier bloc de réflexion qui me semble presque évident. Dante est, ou Dante avec, Dante est Virgile. Dante est Virgile parce que malgré le fait que c'est là peut-être le partenaire et la figure la plus connue, la plus généralement connue, il y a encore beaucoup de choses à dire et à découvrir en ce qui concerne Virgile. On dirait même que Virgile est l'incarnation, la figure qui, dans le système de Dante, dans le système de la comédie, est l'autrui par excellence,
puisque cet autrui est d'une part l'auteur que nous connaissons, mais c'est aussi l'écrivain et le poète. Donc, il y a une polyvalence de cette figure de Virgile, qui est d'une part la figure littéraire, qui est l'exemple littéraire, qui est le modèle, mais qui est aussi, j'y reviendrai, une limite. Virgile est omniprésent, il est essentiel, mais en même temps, on pourrait dire que Dante, notamment dans la comédie, essaie de penser qu'est-ce que ça veut dire d'avoir choisi un personnage comme Virgile et vers quelle limite arrive-t-on quand il y a un personnage de ce genre? Et qu'est-ce que ça a comme répercussion dans mon système? On pourrait dire aussi que la relation avec Virgile s'inscrit dans ce que Barthes a appelé au XXe siècle la dialogicité, c'est-à-dire le dialogue presque toujours nécessaire entre les grands auteurs. Un dialogue qui peut être un dialogue direct, qui peut passer par la citation, qui peut passer par l'allusion, mais qui est un dialogue plus systémique. Barthes pensait que son point de départ est, nous le savons, Dostoïevski, mais par la suite, il a fait aussi des études très importantes sur Rabelais et d'autres auteurs. Par ailleurs, c'est intéressant aussi qu'il ne s'est jamais complètement attaqué à l'exemple de Dante. Dante, qu'il identifie quand même comme le passage nécessaire entre l'épopée et le roman. Et il nous dit aussi que Dante est la forme encyclopédique sous forme de vision. Donc, présence de Virgile. Quelle présence de Virgile? Alors, le premier élément qui est essentiel est bien sûr la rota Vergili, c'est-à-dire le système qui a été probablement introduit, donc rendu popularisé par Jean de Garlande, un grammairien qui a vécu entre 1180 et 1258 et qui a le premier thématisé la logique de l'appropriation de Virgile selon un schéma qui, par la suite, est devenu proverbial, le schéma qui part de la tripartition de l'œuvre de Virgile. Donc, tout d'abord, le Virgile des bucoliques, dans le style humble, stilus humilis. Deuxièmement, le Virgile médiane ou donc intermédiaire, celui du stilus mediocris, et ensuite le Virgile du style sublime. Comme si Virgile avait commencé comme un jeune poète avec le genre bucolique, avait continué et élaboré une œuvre plus complexe qui sont les géorgiques, et fini sa carrière avec l'Énéide. Et ce modèle qui a eu énormément d'importance, il a servi aussi, je dirais, presque jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Innombrables sont les auteurs, par exemple, qui commencent leur carrière poétique avec la bucolique. Encore Pouchkine, mais encore André Chénier, mais encore des auteurs du XIXe siècle commencent à devenir eux-mêmes en imitant Virgile, en traduisant Virgile, et ensuite ils passent à autre chose. Alors, ce schéma, avec ces trois parties, avec ces trois types de représentants, on le voit bien dans le fameux exemple de Simone Martini, la miniature qui a été faite pour son ami Pétrarque, où nous voyons d'une part Virgile, son commentateur Servius qui est en train de nous expliquer Virgile, et les trois personnages sont d'une part le berger en bas, bucolique, genre bucolique, le laboureur, le genre géorgique, et le soldat qui serait l'Énéide. Donc cette répartition très très célèbre, elle a eu une très grande importance, et on pourrait déjà dire en simplifiant que l'œuvre de Dante, y compris et surtout la comédie, elle marque à la fois la réception du genre bucolique, il y a une présence du Virgile bucolique, il y a une présence du Virgile géorgique, et ensuite il y a une présence du Virgile épique. En même temps, certains ont voulu voir même dans l'enfer plutôt une partie humble, donc le style humble, dans le purgatoire, le style intermédiaire,
Et enfin, dans le paradis, le style sublime ou grave, gravis. Donc, vous voyez que ce schéma n'est pas seulement un schéma qu'on va retrouver dans différentes œuvres de Dante, mais il est quelque part extrêmement présent. Il est présent et on va, si j'essaye de tracer la relation Virgile-Dante sur le plan bucolique, évidemment, nous pensons immédiatement à la fameuse quatrième bucolique, donc la quatrième églogue du Virgile, où, comme nous le savons, pour célébrer les temps nouveaux qui s'annonce après la bataille d'Actium et après ce début de la fin de la guerre civile, de la longue guerre civile, eh bien, ces temps nouveaux sont célébrés par Virgile en utilisant l'image symbolique de la naissance d'un enfant. Et cet enfant qui naît, qui incarne le retour à des temps meilleurs et un renouvellement général, nous savons qu'il a été interprété à partir notamment du IVe siècle de notre ère comme le pressentiment de la naissance du Christ par quelqu'un qui, bad karma, est mort une vingtaine d'années avant la naissance de Jésus. Donc, n'étant pas baptisé, il n'a bien sûr pas d'accès au paradis, etc., etc. Mais Virgile est cet auteur extraordinaire qui a eu ce pressentiment fondamental. Et dès lors, on peut dire que depuis des siècles maintenant, on se pose la question comment expliquer cette particularité qui a permis de toute façon de faire de Virgile aussi, comment dire, de le faire entrer dans le contexte de la comédie et d'un chant et d'une construction littéraire qui est bien sûr à l'image de la religion. Je dois à Paula, mais vous le trouvez déjà dans notre catalogue, aussi l'identification, par exemple, d'un acrostiche important où on voit comment Dante, comment dans des textes de Dante, le nom de Tityre, par ailleurs, Tityre est important parce que c'est le nom que se donne Dante lui-même dans l'échange bucolique avec Giovanni di Virgilio. Comment ce nom de Tityre apparaît aussi dans un acrostiche. Vous voyez, quand je dis Dante est ou Dante avec, c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas seulement un seul Dante, mais il y a plusieurs, et que parfois il faut essayer de reconstruire le dialogue possible de différentes strates ou couches qui existent dans un texte dantesque pour aller plus loin. Donc l'acrostiche serait presque la matérialisation d'une autre façon de s'exprimer en utilisant notamment l'allégorie ou ce chiffrage des acrostiches auquel je reviendrai plus tard. Donc, première strate que nous retrouvons notamment dans l'œuvre de Dante, c'est la présence des bucoliques, l'écho des bucoliques. Et certainement, je dirais, les spécialistes de Dante vont pouvoir identifier beaucoup d'autres lieux où il y a une présence de ces 10 poèmes des bucoliques qui ont tellement marqué l'histoire de la culture en Europe. Donc, point de départ, les bucoliques. Ensuite, deuxième étape importante, ce sont bien sûr les géorgiques. Avant de continuer, je reviendrai un moment encore sur la présence de Virgile dans le système de Dante. Virgile, le guide le plus important, Virgile qui est aussi expression de ce qu'on a pu atteindre dans le monde stylistique et littéraire tout court. Avant de continuer avec les géorgiques, je dirais que la présence de Virgile chez Dante est quand même un scandale. C'est totalement scandaleux. C'est totalement scandaleux parce que comment expliquer qu'un païen qui a vécu 1300 ans avant l'époque de Dante devient le guide essentiel de ce voyage qu'il va entreprendre. Donc il y a là une provocation, on peut dire,
Dante aurait peut-être pu choisir également Aristote. Pourquoi avoir choisi à tout prix Virgile? Pourquoi avoir choisi un auteur qui est justement mort une vingtaine d'années avant la naissance de Jésus? Je pense qu'il y a des raisons précises auxquelles je vais revenir. Mais regardons un peu l'écho des textes, la relation textuelle, donc ce que Bakhtin appelle l'intertexte. Les Géorgiques. Les Géorgiques sont un poème étrange, une histoire de l'agriculture, une histoire de la civilisation avec des réminiscences qui remontent à Hésiode. On parle beaucoup de la réception de l'épicurisme via Lucrèce chez Virgile. C'est aussi des réflexions sur la guerre civile. C'est une œuvre complexe, plurielle. Pour nous, elle est intéressante au moins pour deux aspects. Tout d'abord, pour le thème des Laudes Italiae, l'éloge de l'Italie. L'éloge de l'Italie, qui est surtout la partie centrale des Géorgiques. Et on pourrait dire que Dante, la comédie de Dante, est aussi le lieu textuel, c'est le texte central dans son œuvre, où l'Italie est omniprésente et où il y a une sorte de carte de l'Italie qui commence à être constituée. Bien sûr, non pas l'Italie dans le sens d'une unité. On sait très bien à quel point on devra attendre l'unité de l'Italie. Par ailleurs, une unité de l'Italie qui s'est inspirée beaucoup de Dante, ce qui est intéressant, mais je dirais une sorte de carte géographique de l'Italie, des lieux tout simplement qui sont mentionnés et qui vont se cristalliser et qui sont peut-être aussi une liste de noms qui devrait être le signe avant-coureur d'une Italie rêvée à constituer aussi dans le contexte de l'idée de la monarchie et d'une autre forme politique. Premier élément. Deuxième élément, il y a un intertexte précis. Par exemple, si nous regardons cet extrait du troisième livre des Géorgiques et la partie finale où il est question de cette année qui se renouvelle, et si nous mettons ceci en relation avec la comédie, nous voyons que les vers in quella parte di giovanetto anno che il sole e i crin sotto l'acquario tempra e già le notti al mezzo di sen vanno, il y a une relation intertextuelle extrêmement précise qui montre, je dirais, la présence du texte virgilien dans le texte de Dante. Et on pourrait bien sûr multiplier les exemples de cet intertexte. Or, nous sommes ici dans un moment décisif, nous sommes ici dans un chant extrêmement important, l'Enfer, 24e chant. Ce chant est important pour plusieurs raisons. C'est un moment décisif parce que on se rappelle, Inferno 21, il y avait la rencontre avec le célèbre Malacoda, qui est un chef de guerre, un chef de bande, parmi tous ces méchants que Virgile et Dante rencontrent, et qui va, dans un dialogue avec Virgile, il va porter Virgile en erreur. Virgile va se tromper, il va croire pour un moment ce que Malacoda lui dit, et il est question de l'orientation, comment s'orienter pour aller d'un cercle à l'autre, pour aller d'une bolgia à l'autre. Il est question de ponts, il est question de ponts qui sont cassés, et Malacoda lui donne une information qui est fausse. Et dans le 24e chant, qui finit justement « Quand io li vidi si turbar la fronte », nous rencontrons un Virgile qui est turbato, qui est perturbé. Et ce Virgile est très important dans l'économie de la comédie, puisque jusqu'à ce moment, il était bien sûr le guide solide, extraordinaire que nous connaissons, tendre, physiquement présent, avec des mots, avec des explications. Et ici, Dante lui-même, il est complètement surpris parce qu'il voit que Virgile, il y a une ambiguïté qui s'annonce avec ce turbamento de Virgile. Et alors, il y a un doute qui s'installe, au moins pendant un moment.
une faiblesse, je dirais une négativité de Virgile. Est-ce que Virgile est vraiment, est-ce que ce Virgile qui a été mon guide jusqu'à maintenant et qui est présent et qui sera aussi présent tout à l'heure, est-ce qu'il y a un problème avec Virgile? Et pourquoi? Et pour quelles raisons? Et par ailleurs, il est question de, quand Malacoda rencontre Virgile, il est question donc de comment s'orienter dans le système de l'enfer, où il y a ces passages très très difficiles, et donc il y a une nécessité de pont. Le pont lui-même est une métaphore de la nécessité de passer d'une partie à l'autre. Il y a question de pont cassé. Et dans un passage célèbre, au 21e chant, Malacoda informe Virgile et Dante, il leur dit Virgile et Dante, mais tout ça, ce pont est cassé parce que ça nous renvoie à quelque chose qui s'est passé il y a 1266 ans, quand, à la mort du Christ, le pont est cassé. Plus tard, on va découvrir avec Virgile et Dante que tous les ponts sont cassés à ce moment. Ce n'est pas seulement un seul pont, mais les ponts sont cassés, donc ces ponts ont été cassés. Et donc, vous voyez, nous sommes dans un passage très, très important, et au 24e chant, où Dante et Virgile rencontrent les voleurs, i ladri. Donc, il y a cette situation tout à fait particulière. Alors, donc, vous voyez cette crise, elle nous indique là, un peu elle nous amène de nous poser des questions, des questions sur le statut de Virgile, qui est le guide de prédilection, qui est le guide nécessaire, mais à la lumière de ce qui se passe entre le 21e et le 24e chant, ce n'est plus tellement clair, c'est tellement plus évident. Ceci est par ailleurs assez complexe. Ça a aussi des répercussions, puisque nous savons très très bien que Virgile est, outre le personnage que nous connaissons comme auteur, c'est aussi l'incarnation de la raison humaine. Donc c'est celui qui incarne à perfection la raison humaine. Donc c'est quelqu'un qui en principe n'est pas touché par des erreurs, parce qu'il est l'intelligence suprême. Alors comment est-ce que quelqu'un comme Virgile, qui est l'incarnation de la raison humaine, peut-il se tromper? Et Virgile lui-même, par ailleurs, quand il mis sur la fausse piste, ensuite quand il arrive au fameux pont Ponterotto, donc qui doit contrôler, il doit lui-même se rendre compte, est-ce qu'il doit comprendre qu'est-ce qu'il y a avec ce pont, pourquoi est-il ce qu'il est, hein? J'ai pris une illustration de Mark Tansey, qui est un auteur contemporain, donc un peintre américain, sur San Tommaso, donc touché avec les doigts. Et Virgile doit toucher avec les doigts ce pont pour dire, est-ce qu'il est vraiment en ruine? Est-ce que c'est vraiment ruiné? Et après, il se rend compte de son erreur, et puis il va comprendre ce qu'il a fait, et puis tout ce doute semble être dissipé, hein. Mais est-ce que c'est si simple? Donc, est-ce que Dante, au 24e chant de l'enfer, se réapproprie son Dante sûr de lui-même, incarnation de la raison humaine, incarnation de tout ce qu'on peut accomplir dans la littérature, oui ou non? Donc, la vraie question, c'est l'exemplarité de Virgile. Est-ce que Virgile peut être interprété, même après cette petite crise, comme l'auteur exemplaire, ou est-ce qu'on doit lire Virgile différemment? Est-ce que, y compris la figure de Virgile, va être quelque peu déplacée, hein? Donc, comment lire Virgile après Dante aussi, hein? Comment interpréter la totalité de l'œuvre de Virgile après Dante? Est-ce que, vu de la perspective de Dante, d'un champ chrétien, d'une perspective chrétienne, Virgile est définitivement dépassé? Et qu'en est-il de sa qualité d'être l'incarnation de l'intelligence tout court? Mais aussi, où est Dante? Où se situe Dante? Et est-ce qu'il y a une solidité? Est-ce que cette relation avec Virgile est-elle tout court
garantit où se positionne Dante et de quelle façon. Et je pense qu'il y a là une vraie question qu'on va retrouver dans l'œuvre finale, donc dans la dernière manifestation littéraire de Dante, avec laquelle je vais finir cette brève conférence. Alors, il y a bien sûr encore un autre Virgile, et cet autre Virgile est celui de l'Énéide. Alors, la comédie a été comparée à l'Énéide au moins pour deux raisons, pour des raisons stylistiques. Dante essaye tout en écrivant en vulgaire, de créer une œuvre aussi grande, aussi extraordinaire, aussi sophistiquée sur le plan rhétorique surtout que l'Énéide. Donc, dans ce sens-là, Virgile est le guide absolu et le modèle absolu. Deuxièmement, bien sûr, il s'agit aussi de l'idée de l'empire. Donc, cette idée de l'empire qui est si fondamentale dans la philosophie politique de Dante. Et là aussi, on peut dire que le modèle de Virgile est absolument essentiel. Mais je dirais, donc, on sait que Dante s'inclut à partir de la perspective de la littérature du passé qu'il nous donne dans un groupe idéal d'auteurs où, à côté de Virgile, Lucain, Ovide et Homère, il s'inclut de son vivant. Donc, il dit « Je suis à l'auteur de tous ces auteurs ». Donc, l'Énéide, pour revenir à l'Énéide, elle est omniprésente, elle est présente par citation. Et là, je fais encore une citation que je dois à Paula. Je pense que je ne trahis rien. Paula, ça va peut-être sortir plus tard dans cette année, ou je pense dans une publication qui est aussi un peu le fruit de toutes ces réflexions qu'on a fait autour de Dante. Paula a identifié dans l'œuvre de Dante, et notamment de la comédie, un nombre extrêmement important d'acrostiches. Vous savez que les acrostiches, c'est la présence d'un texte vertical, on pourrait dire, dans le texte horizontal, et notamment l'utilisation de certaines lettres initiales. Chaque fois quand on a un bloc des trois vers qui composent la totalité de la comédie, et très très souvent, il y a une succession de lettres qui forment des noms qui sont un texte dans le texte. Donc ça aussi, c'est Dante et Dante. C'est un autre Dante dans le texte de Dante. Et dans ce passage, par exemple, au troisième chant de l'enfer, où nous rencontrons Charon, eh bien, il y a, selon Paula, elle pourra mieux vous expliquer ceci, et il y a un texte dans le texte. Donc il y a comme une présence d'Énée, mais aussi de l'Énéide, mais de Virgile, qui devient une présence textuelle. Et alors, je reviens au problème essentiel. Virgile est l'incarnation de la raison humaine, de l'intelligence, mais en même temps, il est païen. Donc, c'est une intelligence qui est faillible, c'est une intelligence qui est incomplète. Et là, on est dans une situation complètement aporétique pour laquelle il n'y a pas de solution possible. Donc, est-ce que, à partir de la perspective de la comédie, Virgile, à un certain moment, doit être écarté, ce qui arrive sur le plan diégétique et narratif, parce qu'il laisse sa place à Béatrice et à Saint-Bernard, ou est-ce qu'on pourra le réintégrer ? Et je dirais que si on commence à questionner le rôle de Virgile de cette façon, alors peut-être arrivera-t-on à voir dans la comédie une logique à la, je dirais, René Girard, une logique qui n'est pas duale, mais triangulaire, où il y a Dante, d'une part, il y a Virgile, mais aussi Béatrice. Et je dirais ce triangle fait que dans notre analyse du rôle, par exemple, de Virgile, il faut bien sûr voir cette concurrence, mais aussi quand nous analysons le rôle final de Béatrice ou de Saint-Bernard, nous devons revenir en arrière à Virgile. Et bien sûr, Virgile, c'est le pôle païen, c'est la raison humaine, c'est l'incarnation de tout ce que l'histoire de la philosophie a pu penser avant l'avènement du christianisme. Et Béatrice et Bernard, c'est le système du christianisme. Et je dirais que les choses ne sont pas tranchées. Et donc, on peut essayer de... Il y a je dirais, une oscillation, il y a une instabilité
Une instabilité qui est liée justement au statut du Virgile, qui est quelque part entre les deux extrêmes. Et on pourrait même aller plus loin encore, parce que nous savons que dans la comédie, nous rencontrons entre autres cette figure très importante qui est Stas, Stas qui est peut-être la figure médiane entre Virgile et Dante, puisque Stas, qui est devenu chrétien, est cette figure qui permet de créer des liens entre ces différents pôles. Donc je dirais que je proposerais cette approche qui est triangulaire et pas duale, et qui bien sûr nous amène à d'autres problèmes. Alors je vais accélérer un peu parce que je vois qu'on a passé déjà beaucoup de temps avec Virgile, mais je pense que c'est essentiel. J'arrive à une deuxième réflexion. Dante et Ezra Pound. Pound est un auteur qui s'est donné la tâche. Vous savez que son œuvre la plus célèbre s'appelle Les Cantos, et puis les Cantos portent bien sûr ce nom parce que c'est les chants. Il y a une proximité avec Dante qui commence très très tôt dans sa vie. Il s'est donné aussi comme programme de séparer Dante du thomisme, de séparer Dante de la théologie tout court, de séparer Dante du christianisme et même de Virgile. Il n'aime pas Virgile. Il dit de l'Énéide, c'est un livre qui a no story worth telling. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'Énéide, et ce n'est pas très intéressant. Et il dit aussi qu'il y a no interesting personalities. Il n'y a pas de personnalité importante dans l'Énéide. Et les cantos, néanmoins, donc, sont quand même présentés et pensés par Pound comme une épique moderne, une œuvre épique moderne, et une œuvre épique typiquement américaine. Et Pound disait souvent aussi qu'il voulait séculariser et repaganiser la comédie, ce qu'il fait entre autres en introduisant des éléments, notamment l'Odyssée, et en étant un très très grand connaisseur de la culture grecque et de la culture chinoise, etc. Il va perturber le code habituel, je dirais, virgilien, en y ajoutant d'autres modèles. Il va, on pourrait dire, bricoler son texte et changer un peu complètement l'interprétation, on peut dire l'interprétation traditionnelle, notamment de l'Énéide de Virgile, dans la perspective de son œuvre. Là où Dante est par ailleurs eschatologique dans la comédie, Pound est plutôt historique, ou on pourrait dire presque qu'il est postmoderne. Donc ce qu'il fait, il fait une sorte d'amalgame des éléments culturels qu'il va mixer savamment. Et à cet égard, il va utiliser des lieux qui sont des citations, des situations aussi qu'il prend chez Dante. Il se sert chez Dante comme dans un magasin, comme dans un dépôt. Dante est un grand dépôt où il va se servir du début à la fin de sa carrière. Et par ailleurs, il y a aussi des identifications assez étranges à première vue. Il s'identifie entre autres avec Ugolino et la tour de Ugolino, parce que, comme vous le savez peut-être, il a passé quelques mois, 2 mois exactement, à Pise, dans un camp de détention. Il a été arrêté en 1943 pour des terribles émissions radiophoniques antisémites et extrêmement anti-américains et une sorte de délire politique. Et il a été arrêté par les Américains eux-mêmes et enfermé pendant 2 mois dans l'été de l'année 1943, dans un camp de détention, dit ici à Pise, près de Pise, entre Pise et Viareggio, et il était enfermé dans une cage de métal. Il appelait ça Gorilla Cage. Et c'est là qu'il a écrit une partie de ses chants pisans, Pisan Cantos. Et bien sûr, il aimait bien, il disait, moi je suis en exil comme Dante était en exil, donc il y a parfois des parallèles assez surprenants. Ce qui est plus intéressant à remarquer, c'est que dès le début des cantos, il puise chez Dante, par exemple, la Piccioletta Barca, on la retrouve dans des situations au moins 3-4 cantos. D'une part, il y a la citation telle qu'elle. Si vous connaissez les cantos de Pound, vous savez qu'il aime bien prendre des œuvres dans l'original et ne pas les traduire. Donc on a des citations grecques, chinoises, italiennes, espagnoles et ainsi de suite.
Mais il le traduit aussi, par exemple, il dit quelque part « Oh you, as Dante says, in the dinghy astern there », donc une petite dinghy, un petit bateau. Donc il y a une sorte de variation du thème. Et dans ces cantos, il procède aussi très très souvent, je vous ai montré l'un des exemples les plus simples, par d'amalgame, par une sorte de collage textuel, un collage poétique. Il prend un vers qui est du Paradis 23 et il prend un autre vers qui est d'une autre partie de la comédie, toujours du Paradis, et il combine les deux. Et par ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on ne sait pas, est-ce que c'est une inattention de sa part ou est-ce qu'il a voulu changer certains mots. Donc, vous voyez, de fulvido, ça devient fulvida, de fulgore, ça devient folgore, donc de parti, ça devient parte. Donc, il y a une petite manipulation, comme si l'intertexte, de toute façon, allait nous confronter avec une transformation. Donc, d'une part, il puise très, très lourdement chez Dante. Donc, il y a vraiment des centaines de citations. Là, je vous ai montré que 2. D'autre part, il y a parfois aussi une transformation, peut-être une sorte de violence, une sorte de déformation. Il se donne le droit de déformer, de reformuler, et ainsi de suite. Le point culminant de cette pratique, on le trouve dans le chant canto 93. Donc, si vous connaissez les cantos, vous savez qu'il aime bien aussi inclure ces chinois. Et puis, il y a un mélange que l'on pourrait encore une fois peut-être appeler postmoderne, donc puiser un peu partout dans la culture mondiale et créer un nouveau texte. Et là, ce qui est étonnant, c'est que ici, vous voyez, dans ce chant 93, on trouve des hiéroglyphes égyptiens. Nous trouvons le motif du Panis Angelicus, qui est présent dans le Convivio. Nous trouvons la figure de Cadmos, l'évêque Pisani, qui était un évêque que Pound a fréquenté réellement, le peintre Georges de la Tour, Saint Augustin, le pape, la Santa Sabina romaine, des haïkus japonais, les Médicis, Avicenne, Agassiz, Isis et ainsi de suite. Donc c'est un mélange énorme, je dirais, c'est une sorte de cacophonie intertextuelle, une forme d'explosion intertextuelle qui va dans des sens très très différents. Et il y a aussi Dante. Et je vous ai souligné tout simplement les lieux dantesques. Le Convivio a un rôle très très important. Donc vous voyez plusieurs citations du Convivio, mais aussi des citations des rimes, mais aussi le Paradis. Donc une sorte d'amalgame qui est extrêmement étonnant. Alors, peut-être le point qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce que ça nous dit de Dante? Pas tellement ce que ça nous dit de Pound, c'est aussi une question importante, pas facile à trancher, mais qu'est-ce que ça nous dit de Dante? Donc d'une part, il y a une actualité de Dante. Vous voyez, Dante qui est encore un témoin et un partenaire avec lequel on peut dialoguer 600, 650 ans après. Et Dante est quelqu'un qui est omniprésent. Bien sûr, pour les lecteurs de la poésie, ça devient une tâche extrêmement difficile, hein, parce qu'un peu à la même façon, comme dans Finnegan's Wake, ça demande une étude énorme. Pourquoi cette citation a cette place? Quelle est sa place ici? Comment est-ce que ça fait système? Mais ça nous dit des choses sur Dante. Tout d'abord, Pound est l'un des premiers, surtout l'un des premiers poètes d'envergure qui s'intéresse à ce point au Dante mineur, ou à un Dante qui est considéré mineur, c'est-à-dire au Convivio, mais aussi à d'autres écrits.
Et donc, vous voyez, ils mettent ensemble des éléments qui sont à la fois de la comédie et, par exemple, du convivio, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire, si nous regardons la relation convivio et comédie, vous savez très très bien qu'il y a une bipartition assez habituelle entre le don de la comédie, le don de la religion, le don de la théologie, et une autre partie de l'œuvre de Dante, qui est entre autres le De Vulgari, qui est la monarchie, et qui est le convivio. D'une part, un Dante plus proche de la philosophie, d'autre part, un Dante qui est plus proche et complètement marqué par la théologie. Je pense que cet intertexte mis en place par Pound nous invite, il est en train de nous inviter d'essayer de penser Dante dans cette opposition qui, selon lui, survit. Et si lui s'est donné comme tâche de repaganiser Dante et donc de enlever tout ce qui est la théologie ou une partie de la théologie et de voir en Dante peut-être, encore une fois, l'expression de la raison humaine, donc de l'intelligence humaine tout court, sans cette pesanteur du système idéologique, je pense que ce mélange présent dans cet extraordinaire chant 93 est déjà une indication importante. Et par lui-même, il a souvent parlé de cette opposition qui l'intéressait entre, où il voulait quelque part remplacer le lien dantesque entre l'ordre civil, l'ordre politique et la théologie, par un autre binôme qui serait l'ordre politique et l'amour, le thème de l'amour. Et on a parlé aussi de néoplatonisme. Alors, j'ai jamais pu décider moi-même dans l'approche de Pound, jusqu'où est-ce on doit aller dans l'interprétation de Pound, c'est-à-dire il y a une telle explosion, surtout dans certains de ces chants de cet intertexte. Est-ce que c'est-à-dire quel est le prix pour interpréter une telle œuvre? Est-ce qu'on doit se mettre à étudier pendant un mois ou pendant une année un chant comme celui-ci pour lui donner à tout prix un sens? Ou est-ce qu'on est confronté aussi à une pratique littéraire où, justement parce qu'il puise à gauche et à droite, ça devient une sorte de gigantesque collage? Et je pense que c'est là une question qui concerne surtout l'interprétation de Pound, mais par ricochet, c'est aussi des questions importantes qu'il est en train de nous poser. Donc, Pound, mais aussi Borges, mais aussi Mandelstam, mais aussi d'autres auteurs sont en train de nous tenir un miroir et dire faites attention quand vous lisez Dante dans la doxa, en suivant la doxa de la Aufhebung finale, c'est-à-dire que la comédie contient tout et que surtout la partie finale de la comédie explique tout et que tout le reste, ce sont des contradictions mineures. Pound est un de ces auteurs qui nous dit non, ces contradictions sont réelles, elles persistent jusqu'à la fin. Alors, pour ouvrir encore un troisième pan, très très rapidement, je dirais quelques mots sur la dernière œuvre de Dante, probablement écrite entre 1320 et 1321, avant sa mort, publiée pour la première fois en 1719, et il s'agit bien sûr des églogues. Alors, la tradition de l'églogue, donc évidemment, encore une fois, le lien fort avec bucolique. Par ailleurs, avec les églogues de Dante, le genre bucolique va renaître. Donc, il y a une fonction extraordinaire parce que par la suite, à la fois Pétrarque et Boccace vont écrire dans le genre pastoral et il y aura tout ce qui va suivre dans toute littérature européenne, l'extraordinaire retour à une littérature pastorale et bucolique qui était disparue pendant des siècles. Et alors, cette églogue est extrêmement intéressante. Ce sont deux textes par Giovanni di Virgilio, un humaniste de Bologne, et de réponses par Dante. C'est les derniers textes de Dante.
les tout derniers textes. Donc, je ne dirais pas que c'est un adieu, parce que Dante n'avait certainement pas l'intention de mourir de malaria, etc. Donc, on peut imaginer un Dante, bien sûr, après ce que Dante aurait écrit, en tout cas, après cette œuvre. En tout cas, Giovanni di Virgilio invite Dante à Bologne pour être couronné, mais en même temps, il lui dit c'est temps d'abandonner cette œuvre un peu ridicule qu'est la comédie, qui est en vulgaire et qui n'est pas une œuvre tragique. Et d'une part, il semble presque qu'il suggère à Dante de traduire la comédie en latin, afin qu'elle soit enfin lue par les vrais gens qui comptent. Tu as fait cette œuvre pour le peuple, ça n'a aucune importance. Et si tu veux qu'on te couronne, on t'attend à Bologne, mais quand même essaie de faire quelque chose de latin. Ça, c'est sérieux. Et pourquoi est-ce que tu as fait ton œuvre la plus importante en vulgaire? Et donc, il y a une première réponse par Dante, où il refuse. Il dit non, non, je ne viendrai pas à Bologne, j'ai aucune intention de le faire. Et après, il y a une deuxième réponse, il y a une réponse de Giovanni di Virgilio, où encore une fois, il dit, bah, si ce n'est pas toi, on va prendre Albertino Mussato, un fameux intellectuel de l'époque, et c'est lui qu'on va couronner, donc c'est même assez offensif. Et Dante répond encore une deuxième fois. Donc il y a la deuxième églogue, et par ailleurs, la deuxième églogue de Dante a exactement le même nombre de vers, 97, comme l'églogue qui avait été écrit par Giovanni Virgilio. Et l'essentiel, par ailleurs, l'essentiel de ce dernier échange tourne autour de la justification, tout simplement, de la comédie. Est-ce qu'avoir écrit, pensé à la comédie, et on voit aussi, il est surtout question déjà du paradis, le milieu intellectuel de l'époque devait être assez préoccupé de la présence de ces chants du paradis qui faisaient discuter. Et alors, Dante est porté, Dante est invité ici à essayer de se défendre. Donc, c'est la défense de Dante. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant puisque on pourrait dire que avec les deux églogues, Dante tient un miroir pour soi-même et pour la postérité où il nous dit, en quelque sorte, il faudra peut-être regarder la comédie telle que je l'ai conçue, telle que je l'ai réalisée, à partir de ce que je dis dans ces deux petites œuvres. Donc il tient un miroir où, bien sûr, il défend ce qu'il a fait complètement, il renonce complètement à recuser ou bien d'aller vers le sens de l'invitation, écrire une œuvre latine, écrire une tragédie. Non, non, c'est la comédie qui compte. Et il me semble, si nous regardons le langage bucolique, ou ce que Maria Corti a appelé le code bucolique, c'est extrêmement intéressant parce que nous savons que le genre bucolique a été inventé par Théocrite à l'époque hellénistique. Et à la fois Théocrite et Callimaque étaient convaincus que dans leur époque, il n'y avait plus possibilité d'écrire une œuvre gigantesque, mais qu'on pouvait par contre écrire des petites œuvres, on peut dire des œuvres de bijouterie extrême, des vrais bijoux littéraires comme les poèmes de Callimaque ou les poèmes de Théocrite, et que ces œuvres, apparemment, on pourrait dire dans un style humble, étaient aussi intéressantes et aussi sublimes que les grandes œuvres. Donc il y a là, à l'époque hellénistique, déjà cette opposition entre la grandeur des œuvres, surtout classiques, et la petitesse apparente de ces œuvres, mais qui ne sont pas petites du tout. Et alors, je dirais qu'en écrivant ces églogues et en revitalisant cette œuvre extrêmement complexe, par ailleurs jusqu'à nos jours, là aussi vous voyez Dante et Dante, on discute, est-ce que ces œuvres sont un exercice littéraire ou est-ce qu'il y a un message? Par ailleurs, bien sûr, c'est lié aussi à la situation de Bologne, au fait des liens qu'entretient Bologne avec la papauté. Donc il y a bien sûr un discours politique à peine voilé, parce que le genre bucolique, déjà les idylles de Théocrite, mais a fortiori le genre bucolique, sont des textes politiques. Pensez seulement à la première églogue où il est question de guerre civile, il est question des gagnants et des perdants, donc c'est quelque
chose qui était omniprésent. Et alors je dirais que, en quelque sorte, si nous lisons ça comme un miroir final que Dante nous a offert, peut-être il nous invite aussi à faire attention comme nous partons de l'idée que la comédie serait la Aufhebung terminale, qu'il y a un moment, bien sûr ce moment extraordinaire où Dante pénètre l'intelligence, la mente de Dieu, un moment absolu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité de prise de position qui relativise ce chemin? C'est-à-dire il y aura peut-être un système qui est le système religieux sous-tendu par la théologie, qui est le système de la comédie, et peut-être aussi, malgré tout, un autre système qui est plus proche, je dirais, de l'idée de l'Empire, de l'idée de l'humanité, et que c'est là une réflexion, je dirais, qui n'annule rien, mais qui dit, peut-être après la comédie, je peux imaginer d'autres formes littéraires qui n'annulent pas ce que j'ai proposé auparavant, mais qui montrent, même si je suis le Dante de la comédie, je suis aussi un autre Dante. Et je pense notamment à l'exemple extraordinaire de quelqu'un que Jacques aime bien mentionner, Hölderlin. Et vous savez que Hölderlin, vers 1800, il écrit des poèmes absolument incroyables, des hymnes, qui sont une totalité réussie. Et ensuite, à partir de 1800-1802, il commence à déconstruire ses propres poèmes. Il les détruit, il les fragmente, il y a une sorte de fragmentation. Comme si, dans une époque difficile, Hölderlin nous disait, dans notre époque dürftige Zeit, dans une époque terrible, la totalité littéraire peut être, comment dire, mettre en avant une œuvre qui, de par l'image de la totalité littéraire, nous explique aussi, dans un sens de la philosophie de l'histoire, une totalité, c'est peut-être faire fausse route. Et je dirais, sans vouloir dire que Dante annule nullement la comédie, au contraire, mais je dirais qu'il amène une autre perspective qui nous permet encore de relire Dante. Et le sens de ce que je voulais vous présenter en parlant de Dante et Dante avec, c'est de dire, essayons de jamais nous arrêter en partant de ce qui nous est présenté comme identité absolue, comme vision suprême. Très très bien, il y a une vision suprême et totalisante dans la comédie, mais peut-être la comédie elle-même, déjà si nous lisons la comédie avec la comédie, mais a fortiori quand nous lisons la comédie avec d'autres œuvres de Dante, tout aussi se complexifie et se recompose. Voilà, merci pour l'attention.